Bonjour à tous, je m'appelle Lorenzo Berchili, je suis enseignant-chercheur à l'ENSTA Bretagne et donc plus particulièrement au laboratoire IRDL. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de thèse que j'ai soutenus il y a un an maintenant, qui apportaient donc sur la démarche de caractérisation en fatigue de pales d'hélice réalisée en fabrication additive par le procédé WAM. Donc je vais expliquer un peu ce que c'est que ce procédé dans la suite. Mais donc, c'est une thèse qui s'est inscrite dans le cadre d'un projet en collaboration avec Naval Group et la DGA. Donc, un peu de contexte sur le projet. Qu'est-ce qu'on cherche à faire via ce projet? L'idée, c'est de s'intéresser donc aux pales d'hélice de propulseurs marins et de s'intéresser à des nouveaux procédés de fabrication, en l'occurrence la fabrication additive, pour des produits qui sont, on va dire, classiquement et historiquement fabriqués par des procédés de fonderie. Et donc de profiter de ces procédés de fabrication additive pour fabriquer des géométries particulièrement complexes. En l'occurrence, ici, on s'intéresse à la fabrication de pales creuses, donc vraiment des pales d'hélice avec une cavité à l'intérieur, ce qui est a priori plus simple à faire en fabrication additive qu'en fonderie. Euh, quelques images un petit peu là sur le cas d'une géométrie de pale réalisée dans le cadre du projet européen Ramsès. Donc une pale qui est fabriquée conjointement par Naval Group et l'École centrale de Nantes. Donc je montre cette pale puisque c'est une géométrie qui était publique sur laquelle on a le droit de communiquer, donc j'en profite. Donc on a les différentes étapes. Donc là, je précise aussi que c'est donc quand même des objets de grande dimension. Là, on a une pale qui me semble est presque échelle 1, qui fait quasiment 1,60 m ou quelque chose comme ça. Et on voit les différentes étapes de la fabrication. Donc là, on a la pale en cours de dépôt par fabrication additive, où en fait, on voit encore la cavité à l'intérieur de l'objet. Ici, la pale brute de fabrication, c'est-à-dire une fois que le dépôt est terminé et que la géométrie est fermée, si vous voulez. Et le produit fini, en fait, quand la surface extérieure est passée à l'usinage pour vraiment avoir le profil hydro voulu dans la CAO originale. Et donc ça, c'est fait via le processus de fabrication additive qui est le WAM, donc Wire and Arc Additive Manufacturing, euh, que j'ai schématisé ici. En fait, en très résumé, l'idée, c'est vraiment de venir empiler des cordons de soudure pour fabriquer une pièce. Et donc, c'est le procédé qui est retenu parce que, à l'heure actuelle, c'est le procédé de fabrication additive métallique qui est le plus adapté à la fabrication de structures de grande dimension. Et si, dans le cadre de ce projet, le matériau d'apport, donc qui est, en fait, comme c'est du soudage, hein, on parle d'un matériau sous forme de fil, donc un fil d'apport qui est de cupro-aluminium, donc qui est un matériau qui est a priori connu. En fait, le matériau obtenu via ce procédé est assez nouveau, et ce pour 4 raisons, ce qu'il a vraiment 4 caractéristiques vraiment particulières. D'abord, toutes les pièces, les structures qui sont fabriquées par ce procédé présentent généralement un champ de contraintes résiduel assez fort et marqué du fait de l'histoire thermique du matériau. On a des fusions, solidification et puis cycle de chauffage tout au long du dépôt de la matière. On a aussi une microstructure généralement hétérogène, donc avec des motifs qui se répètent à l'échelle des cordons de soudure, donc de l'ordre de quelques millimètres. C'est un peu ce qu'on pouvait voir sur la présentation précédente avec les macrographies sur le soudage multipasse. Et ici, c'est à l'échelle de toute la pièce. Et on a également la présence de défauts internes. Alors, ces défauts peuvent être de plusieurs natures. Ici, on aura surtout des défauts de type vraiment port gazeux, en fait. Et également une surface brute de fabrication avec de fortes aspérités, hein, simplement du fait de la discrétisation de notre géométrie en couches et cordons de soudure. Dans le cadre de ce projet et plus particulièrement de ma présentation, je ne vais pas parler de contraintes résiduelles parce qu'a priori tous les blocs de matière et les structures subissent un traitement thermique de détentionnement. Et je ne vais pas m'attarder non plus sur l'effet de la microstructure sur le comportement mécanique, en tout cas, du moins l'effet de l'hétérogénéité de microstructure sur le comportement mécanique, puisque elle est a priori de second ordre sur la ruine en fatigue, comparée à l'influence en fait des défauts type port gazeux et des surfaces brutes de fabrication.
Donc pour donner un peu plus de détails justement sur la nature de ces défauts internes, donc je rappelle ici, on parle de pores gazeux, c'est le principal type de défaut qu'on a pu observer dans le matériau de l'étude. Et je peux donner quelques ordres de grandeur. Donc là, c'est vraiment un défaut type qu'on a pu observer. Donc c'est des défauts de l'ordre de la taille de centaines de microns. Et malgré tout d'une densité très faible, c'est-à-dire qu'on a en moyenne 6 pores par centimètre cube de matière. Donc ça, c'est les défauts auxquels on fait face dans le matériau de l'étude. Et pour ce qui est de la surface brute de fabrication, alors je ne sais pas si ça ressort très bien à l'écran ici, mais il y a une carte d'altitude en fait, donc qui représente, si vous voulez, la rugosité des états de surface brute. Et en fait, cette rugosité est anisotrope, hein, parce qu'on a la rugosité qui est le fait de l'empilement des couches et la rugosité qui est le fait de la juxtaposition des cordons au sein d'une même couche. Moi, je vais surtout m'intéresser à la rugosité qui est la plus marquée d'ailleurs, qui est celle due à l'empilement des couches, qui est de l'ordre de 236 microns. Euh, Bon, après, là, moi, je parle de rugosité, hein. Peut-être que certains sont pas d'accord sur le fait d'appeler ça une rugosité, mais j'appelle ça une rugosité. Donc, c'est vraiment en état de surface avec des accidents et de surface très, très marqués. Et donc, la problématique ici de l'étude, c'est d'être en mesure de dimensionner une pale creuse fabriquée par ce procédé, puisqu'en fait, il y a une cavité. Donc, à l'intérieur, les parois internes de notre structure sont brutes de fabrication additive, tandis qu'à l'extérieur, on a des surfaces qui sont usinées. Et ce qui fait que, suivant la géométrie et le cas de chargement de notre structure, on peut soit avoir un amorçage de fissures de fatigue en peau interne avec du fait des concentrateurs de contrainte sur la surface brute, soit en peau externe du fait de la présence d'un défaut particulièrement mal placé. Et donc l'idée, c'est d'être en mesure de prendre en compte ces défauts, donc défauts pores gazeux ou défauts de surface dans un dimensionnement en fatigue de ce type de structure. Donc, dans ce cadre, ma présentation va se dérouler ensuite en 3 parties, avec d'abord ce qui a pu être fait dans le cadre de la prise en compte des pores gazeux, puis des états de surface brute, et puis un cas d'application d'une structure, donc pas exactement une pale, mais disons une structure d'étude pour la démonstration et la mise en place du dimensionnement qu'on aurait pu établir auparavant. Donc d'abord sur les pores gazeux, donc là je rappelle, je m'intéresse à la fatigue, au comportement en fatigue mécanique du matériau, et donc la première étape, c'est d'effectuer une campagne de fatigue mécanique classique. Donc c'est-à-dire qu'on a des éprouvettes ici cylindriques usinées, hein, donc la dimension des éprouvettes utilisées est indiquée ici. Donc je rappelle bien, usiné ici, on ne s'intéresse pas à l'effet des états de surface brute. Et ce qu'on observe, les résultats de fatigue sont ici. Donc on a ici en abscisse le nombre de cycles à rupture et en ordonnée l'amplitude de contrainte à laquelle l'éprouvette a été sollicitée. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une très très forte dispersion des résultats de fatigue. Et ça, on l'explique en fait par l'observation des faciès en post-mortem. On voit quasi systématiquement sur le faciès un pore qui est très nettement le lieu de l'amorçage de fissures en fatigue et qui est donc responsable de la ruine en fatigue du spécimen. Généralement, on observe un unique pore gazeux qui est le lieu d'amorçage, même s'il peut y avoir plusieurs pores dans un même faciès, mais du fait de la très faible densité, en fait, ça induit une très forte dispersion puisque le pore qui sera contenu dans l'éprouvette, en fait, il est soit de grande taille, soit petit et très proche du bord. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment une grande diversité de criticité en fatigue de ces défauts et qui s'exprime dans les durées de vie en fatigue, ce qui explique qu'on a une si forte dispersion. Donc, en fait, si vous voulez, les éprouvettes de fatigue qu'on a retenues, la géométrie telle qu'elle est dessinée ici, n'est pas représentative a priori du comportement en fatigue du matériau contenant ces défauts. Et du fait de la densité de défauts dans nos matériaux, on a du mal à imaginer une géométrie qui puisse être représentative pour effectuer une campagne d'essai en fatigue. Donc en fait, on est un peu embêté parce qu'on n'a pas vraiment moyen de déterminer de façon efficace et sûre, on va dire, les propriétés en fatigue en prenant en compte l'effet des défauts sur sur ces propriétés en fatigue. Donc l'approche qui a été proposée dans le cadre de ce travail, c'était ce qui est schématisé ici, donc c'est-à-dire qu'on a si vous voulez, 3 briques d'entrée. On a d'abord évidemment la géométrie de l'étude qu'on considère, la géométrie de la structure qu'on considère et son cas de chargement. Et au niveau du matériau, on va distinguer en fait deux jeux de données d'entrée.
on va avoir d'une part la caractérisation de la population de porc vraiment propre aux matériaux, qui va être déterminée par tomographie, et d'autre part, des propriétés en fatigue de référence, et en fait, ce qui sont des propriétés de fatigue qui vont correspondre aux matériaux que j'ai appelés ici donc, matériaux constitutifs sains, c'est-à-dire les propriétés du matériau, les propriétés en fatigue du matériau s'il n'avait aucun défaut en fait. Et ça, on est capable de le déterminer par nous ce qu'on appelle les essais d'auto-échauffement couplés avec un modèle qu'on a l'habitude d'utiliser dans notre laboratoire. En fait, à l'aide d'une seule éprouvette, suivant sa signature thermique, lorsqu'elle est soumise à un chargement cyclique de fatigue, on est capable, donc via un modèle, de remonter à ces propriétés en fatigue. Et ce qui est un peu singulier ici, c'est qu'en fait, les pores gazeux sont très peu denses, ils sont très peu nombreux dans le volume, mais donc ils ne s'expriment pas du tout dans la signature thermique d'une éprouvette. Pour autant, ils ont un impact vraiment de premier ordre sur la ruine en fatigue. Donc ça veut dire que par cette méthode d'auto-échauffement, comme ils n'ont pas d'influence sur la signature thermique, on est capable de modéliser des propriétés en fatigue qui ne prennent pas en compte la présence de ces pores. Donc autrement dit, on est en train de modéliser les propriétés en fatigue d'un matériau qui ne contient pas de pores. Donc, par la combinaison de ces deux jeux de données qui sont la population de porcs et des propriétés en fatigue de référence d'un matériau virtuel sain qui n'existe pas en fait, et via une approche numérique, on est capable de mettre en place une estimation de durée de vie, une prévision de durée de vie probabilisée, c'est-à-dire qu'on va considérer notre structure d'étude et on va faire des tirages aléatoires. On va dire que comme on connaît la population de porcs intrinsèque à nos matériaux, on va distribuer des porcs dans cette géométrie d'étude, voir le champ de contrainte dans cette structure avec les pores qu'elle contient. Et à partir des propriétés en fatigue de notre matériau constitutif, on est capable d'estimer sa durée de vie pour la population de porcs tirée au hasard. Ça, on l'a mis en place et on a démontré la faisabilité de cette méthode dans le cas d'une structure très simple, qui est celle des éprouvettes de fatigue sur lesquelles on a fait nos essais, où je vous ai montré les résultats qui étaient particulièrement dispersés. C'est-à-dire qu'on va se donner un certain nombre d'éprouvettes virtuelles dans lesquelles on va tirer des populations de porcs, et pour chacune, on va estimer leur durée de vie en fatigue à partir de nos propriétés en fatigue de référence. Et c'est ce qui est tracé sur ce graphe. Alors, il est très chargé, donc si je vous guide un peu sur la lecture de ce graphe, on a d'abord la courbe noire en haut à droite, en fait, qui correspond à nos propriétés en fatigue de référence, déterminées par la méthode d'auto-échauffement. Donc, c'est-à-dire que c'est la courbe de référence des propriétés en fatigue du matériau sans défaut, et qui colle plutôt bien avec les quelques spécimens, les peu de spécimens qu'on a eu où il y avait en effet pas de défaut dans le faciès, donc a priori une rupture on va dire saine, c'est ce que j'appelle sain. Et de l'autre côté, on a tout un faisceau de courbes, donc le pâté de courbes multicolores ici, qui correspond à tous les courbes de durée de vie en fatigue de différents spécimens donc, numériques, qui contiennent tous une population de porcs différents. Et on voit que la dispersion qui est dessinée par cet amas de courbes est plutôt cohérent avec la dispersion qu'on obtient expérimentalement, donc ici, avec les points rouges qui correspondent à des durées de vie d'éprouvettes où il y avait en effet un porc qui était responsable de la ruine en fatigue. Donc c'est la méthode numérique qu'on a mis en place pour prendre en compte l'effet des porcs sur la durée de vie en fatigue, du fait de la très faible densité de ces porcs et leur effet très dispersif sur la durée de vie en fatigue. Donc là, je viens de parler des défauts. Maintenant, je vais m'intéresser au cas des états de surface brute qui, je rappelle, existent à l'intérieur de nos structures, de nos pales creuses de fabrication additive. Cette fois-ci, les éprouvettes d'essai sont un peu différentes. Évidemment, elles vont contenir une surface brute résiduelle de fabrication additive. C'est des éprouvettes de flexion 4 points, donc ici pour solliciter au mieux la peau et pour favoriser l'amorçage de fissures de fatigue sur la peau brute de fabrication additive. Donc c'est des essais de flexion 4 points et qui sont monitorés au cours de l'essai de fatigue par une caméra infrarouge. Donc ici vous avez le montage, l'éprouvette qui est montée dans le montage de flexion 4 points, le miroir infrarouge pour renvoyer la réponse thermique de notre éprouvette à la caméra infrarouge qui est placée en face. Et l'objectif, c'est ici de détecter l'amorçage de fissures en surface et de suivre leur propagation sur cette surface. Avant que je vous présente le post-traitement infrarouge, je vous donne juste les résultats de fatigue brute qu'on a eu sur ces essais de fatigue.
avec ici les points donc, qui représentent les données expérimentales, et la courbe en pointillé rouge, en fait, qui est une courbe vraiment virtuelle, mais on va dire de référence, a priori au sens du modèle de fatigue qu'on a déterminé auparavant. Dans le cas d'une éprouvette de flexion parfaitement lisse et sans aucun défaut, c'est les propriétés en fatigue qu'on devrait avoir. Donc on peut déjà noter que du fait de la présence d'une surface brute de fabrication additive, on a un abattement qui est vraiment très très marqué, et on se doute que ça va être intéressant d'être en mesure de prévoir cet abattement et de dimensionner d'être capable de dimensionner une structure brute de fabrication. Mais donc, je vais peut-être un peu passer le détail là-dessus, mais l'idée du monitoring par caméra infrarouge ici, c'est de détecter la réponse en température d'une éprouvette sous sollicitation cyclique, et plus particulièrement pour un film infrarouge mesuré sous sollicitation. En chacun des pixels de notre film infrarouge, en fait, on va identifier l'amplitude de réponse en température de l'éprouvette. Et en fait, cette amplitude, donc sous des hypothèses, sous des conditions particulières, on peut montrer que elle est proportionnelle à un terme du tenseur des contraintes. Autrement dit, via cette méthode, on est capable plus ou moins de faire de la mesure de champ de contrainte en fait sur une surface observée. Et donc, ça nous permet en fait de déterminer, d'identifier l'existence d'hétérogénéité de champ contrainte, en particulier de détecter des fissures. Mais là, on a déjà une image en fait de ce type de post-traitement, c'est-à-dire qu'on voit ici sur la zone du miroir, donc vraiment le rectangle avec des fortes hétérogénéités. En fait, c'est juste l'image du champ de contrainte, des concentrations de contraintes associées à l'existence en fait, d'aspérité de surface sur notre surface brute de fabrication ici. Donc c'est en fait l'image de référence à T0 avant qu'il y ait le moindre endommagement, c'est l'allure du champ de contrainte en surface brute. Et donc, si on fait ce travail, si on extrait cette amplitude de température au fur et à mesure de notre chargement en fatigue, on va voir que dans ce champ de contrainte, on va avoir des hétérogénéités nouvelles qui apparaissent au cours du temps. On voit ici des taches bleues en fait, qui apparaissent, qui correspondent à l'amorçage de fissures et à leur propagation, donc qui font quasiment la largeur de l'éprouvette juste avant avant la rupture. Pour faciliter un peu la lecture, en fait, ici, on vient juste faire une mesure différentielle, c'est-à-dire qu'à chaque image, on vient retrancher notre image de référence pour isoler vraiment les événements qui apparaissent, les hétérogénéités qui apparaissent au cours du temps. Et là, on voit très nettement les fissures, donc les points bleus ressortir et qui s'étendent au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment une information importante parce que par des techniques de traitement d'image, on est capable de binariser nos images, etc. En fait, d'être capable de déterminer où est-ce que la fissure a amorcé et comment elle se propage au cours du temps. Autrement dit, on est capable, par ce moyen expérimental, de décrire la cinétique de propagation des fissures en surface, ce qui est vraiment une information capitale en fait pour être en mesure de faire une prévision de durée de vie en fatigue pour ce type de surface en fait. On peut aussi être en mesure de déterminer un lien entre un KT ou un accident géométrique en surface particulièrement marqué et un lieu d'amorçage parce qu'on connaît a priori la géométrie de l'éprouvette qu'on est en train de tester et le lieu d'amorçage de nos fissures. Et donc de vraiment être en mesure de mettre en dialogue en fait la rugosité ou des critères géométriques ou de concentration de contraintes et d'amorçage de fissures. Donc là, ça c'est quelque chose qui n'a pas été encore fait, qui est en cours dans le cadre d'une thèse qui suit un peu le travail que j'ai fait, mais l'idée du modèle qu'on propose de mettre en place est un peu similaire à ce qui a pu être fait pour le cas des pores gazeux, c'est-à-dire que d'une part, on a des propriétés en fatigue de référence qui sont en fait l'identification de la cinétique de propagation par notre méthode infrarouge, et d'autre part, on connaît la population, si vous voulez, de défauts, plus particulièrement de fissures initiales pour une surface donnée par la méthode infrarouge. On est capable de déterminer où toutes nos fissures ont amorcé et déterminer une densité de fissures pour une surface donnée, etc. Et de la même manière, effectuer une approche de tirage numérique et de donner une durée de vie probabilisée propre à une surface et un niveau de contrainte donné. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et qui reste à mettre en place. Et pour terminer, là, je vous présente juste un cas d'étude sur une structure donc qui se veut être proche d'une pale. Évidemment, là, la géométrie que je montre, ça ne ressemble pas vraiment à une pale, mais l'idée, c'est d'avoir une structure creuse, donc avec une surface extérieure usinée et une surface intérieure brute de fabrication additive, de la soumettre à un chargement de flexion et puis de voir ce qui se passe.
Donc là, je vous montre la géométrie de la structure. Donc là, les dimensions sont données. On a une éprouvette de 250 mm de long. Et donc, on voit en fait que c'est une structure creuse. Ici, la partie intérieure, a priori, est brute. Hein. Donc là, c'est juste assez haut. Donc c'est normal qu'on ne voit pas d'aspérité. Et la surface extérieure qui est usinée. Et donc, on va mettre en charge notre éprouvette. Donc, c'est-à-dire que, enfin, notre mini-structure, on va la mettre en flexion. Donc là, vous avez une image du montage qui a été mis en place pour soumettre à une flexion ces types de mini-structures. Et on a réutilisé notre méthode de monitoring par caméra infrarouge avec la particularité ici, en fait, de ce qui a été observé, c'est que finalement, pour ce cas de géométrie et pour le changement qu'on a imposé, on avait un amorçage en partie interne, c'est-à-dire que les pores gazeux dans la matière ne se sont pas du tout exprimés. Et au contraire, ce sont les aspérités de surface intérieure qui ont été le lieu d'amorçage de fissures de fatigue qui ont mené à la rupture de nos mini-structures. Et ce qui était assez amusant de voir, c'est que par notre méthode de monitoring infrarouge, malgré le fait qu'on n'ait pas accès directement à observer en fait la surface intérieure, c'est-à-dire qu'en fait on observe ce qui se passe en surface extérieure usinée, on arrivait quand même à détecter la présence d'une fissure. On voit là des taches bleues, puis une tache jaune qui apparaît, à détecter la présence d'une fissure donc à l'intérieur de notre structure avant que celle-ci débouche en surface. Et ça, c'est un résultat particulièrement intéressant parce que c'est quelque chose qui nous a permis d'avoir un peu confiance sur la méthode pour des conditions vraiment des cas de figure très particuliers avec s'il y a un amorçage intérieur et de mettre en place cette méthode dans le cas d'un essai à échelle 1 sur une pale que malheureusement je ne peux pas montrer puisque la géométrie est confidentielle. Mais voilà un peu ce qui a été mis en place là-dessus. Et ça a été aussi intéressant de montrer qu'en fait, là on est sur un procédé de fabrication additive, on a une CAO, on a une géométrie donnée en entrée, et puis on fait le dépôt par notre procédé WAM ici. Et en réalité, entre la CAO théorique d'entrée et le produit fini, la géométrie réelle, on peut avoir quelques écarts dimensionnels qu'il faut être en mesure de savoir maîtriser, en particulier dans le cas de nos mini-structures. Ici, on s'est rendu compte que la section ici en vert de notre CAO comparé à la section réelle de nos éprouvettes, nos mini-structures, était pas tout à fait était pas tout à fait correct. En l'occurrence, on avait des surépaisseurs internes, on avait aussi un décalage de parois, si vous voulez, du fait d'une difficulté de se positionner quand on allait usiner la partie extérieure. Et évidemment, si on connaît mal la section, on connaît mal la contrainte qu'on applique. Et forcément, quand on compare les résultats des différentes mini-structures, donc les points bleus entre eux, il y a une dispersion qui est juste le fait que chacune de ces mini-structures a une géométrie, une section utile qui lui est propre. Et de ce fait, la propriété, les performances en fatigue de ces mini-structures collaient pas exactement à la droite pointillée rouge ici, qui est la tendance déterminée sur les éprouvettes de surface matériaux que j'ai présentées précédemment. Donc on a une dispersion d'après nos résultats d'essai sur les mini-structures qui est a priori pas cohérente, simplement parce qu'en fait on connaît mal la géométrie. Et si on fait un peu je sais pas si on peut appeler ça du reverse engineering, mais une fois qu'on a cassé nos mini-structures en post-mortem, on est capable de déterminer quelle était la section qui travaillait réellement. Et donc, on est capable de recaler la contrainte qu'on a vraiment appliquée dans notre mini-structure. Et à ce moment-là, on retrouve bien la tendance se déterminer sur nos éprouvettes matérielles. Et donc, je termine avec juste 2 slides de conclusion. Bon, sur les cas des mini-structures, j'en ai déjà parlé, c'était vraiment une mise en application qui était un premier pas vers l'essai échelle 1. Et puis, vraiment, le reste à faire, ce qui est a priori vraiment particulièrement important du point de vue dimensionnement fatigue de ce type de structure, c'est les surfaces brutes de fabrication additive. Pour ça, il y a différentes pistes, notamment au niveau constructeur, des procédés de parachèvement en cours de dépôt pour améliorer cet état de surface. Et d'autre part, du point de vue, on va dire, dimensionnement en fatigue, d'être en mesure de mettre en place le modèle que j'ai présenté tout à l'heure, mais pour différents types de parachèvement et de vraiment avoir des critères clairs qui sont à la fois une aide aux constructeurs mais aussi aux concepteurs pour dire telle surface va nous donner telle propriété en fatigue avec des critères, donc soit oui, de rugosité, de critères géométriques de surface ou d'autres critères qui restent à déterminer. Et donc je rappelle, c'est un travail en cours au laboratoire en ce moment. Voilà, merci de votre attention.
Merci. Alors, est-ce qu'on a, on a le temps pour une ou deux questions, je pense. Est-ce qu'il y a des questions? Ça, Louis, Michel. Oui, bonjour, j'ai une UTR, hein, l'ASMA. J'ai une question, mais elle concerne le papier, parce que là, vous ne l'avez pas présenté. Et dans le papier, il y a une formule de probabilité, la formule 1. Et j'ai des problèmes de compréhension car j'ai un S0 dont j'arrive pas à comprendre ce qui peut être. À l'activation de microplastiques qui en s'activant et en grandissant dans l'environnement, va expliquer le fait qu'on est vraiment dans un développement. Donc c'est quelque chose qu'on identifie sur la base de nos essais d'auto-échauffement, donc suivant la signature thermique de notre matériau soumis à un chargement cyclique. Non, non, c'est pas une section. Ah oui. Non, non, oui, c'est une contrainte. Donc là, c'est l'angle. C'est en fait pardon. C'est homogène à une contrainte, donc c'est S pour stress, je pense. Dans la mesure où c'est une question qui porte sur le mémoire, peut-être je propose que tu poses ta question par écrit, puisqu'elle est relative au mémoire, et monsieur pourra répondre également par écrit. Pour nous qui avons, enfin, moi j'ai eu le mémoire, mais je pense que le reste de l'auditoire n'a pas eu le mémoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres. Moi, j'avais quand même une question, c'est sur le modèle d'endommagement, parce que en fait, je comprends pas très bien comment vous. Je comprends que même sur les éprouvettes saines, la durée, le nombre de cycles que vous constatez, il est quand même gouverné par la présence des pores, mais en même temps, vous arrivez à caler un modèle théorique d'endommagement du matériau sain. C'est cette partie-là que j'ai trouvé. Effectivement, il y a un petit côté un peu paradoxal d'arriver à caler un modèle de matériaux sains sur des résultats d'essai où vous dites que les résultats sont influencés par les pores. En fait, ouais, mais là, je l'ai présenté vraiment très, très rapidement. L'idée, c'est qu'on a d'une part tout nos données d'essai qui est quasiment les premiers résultats que j'ai présentés. On a des durées de vie en fatigue qui correspondent pour la plupart à des amorçages et des ruines du fait de la présence de pores. Par contre, nous, ce dont on parle, les propriétés en fatigue de référence, celles que j'appelle du matériau sain, en fait, elles sont complètement identifiées sur la réponse moyenne d'un volume d'une éprouvette en thermique, enfin, la réponse thermique du volume moyen d'une éprouvette. Donc, indépendamment du nombre de cycles à la rupture, qui lui est gouverné par la présence des pores, alors. Enfin bon, c'est pareil, on fera peut-être la discussion par écrit. C'est peut-être trop. Merci beaucoup. Et donc, on a un tout petit peu de retard, mais ça va encore. Le troisième mémoire de la séance concerne, c'est encore de la fatigue.